En environ 1990, le directeur de l'Observatoire de Haute-Provence avait un problème d'instrumentation. Il avait besoin d'un instrument qu'on pouvait utiliser quand il y avait de la Lune. C'est-à-dire que le ciel est brillant, on ne peut pas étudier les galaxies faibles et tout. Et donc, il a demandé à un opticien de l'Observatoire de Marseille, André Barran, et à moi, si on pouvait faire un instrument, comment dire, d'une nouvelle génération par rapport à celui qu'on avait construit presque 20 ans avant. Et évidemment, on était tout content de le faire. On a construit cet appareil, et oh, belle surprise, eh bien, la précision était 20 fois meilleure que ce qu'on avait avant. Et donc, quand tout d'un coup, on vous fait le cadeau d'un instrument qui est 20 fois plus précis, évidemment, vous vous posez des questions, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il n'y a pas de raison de faire ce que vous faisiez l'année d'avant avec une décimale de plus. Ça n'a pas de sens. Donc, et c'est à ce moment-là, donc, le tout début des années 90, qu'on s'est dit, voilà, on a la machine pour chercher des planètes extrasolaires. Les premiers signes qu'il y a quelque chose qui se passe apparaissent. Donc, ça veut dire qu'il y a des étoiles qui sont bien gentilles, la vitesse ne varie pas dans le temps, et puis il y en a une tout d'un coup qui fait des trucs comme ça. Et ça apparaît fin 94. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, l'étoile n'est plus observable dans le ciel. Donc, on aimerait bien continuer, mais elle est plus placée au bon endroit. Donc, on attend 6 mois. On décide d'attendre 6 mois quand l'étoile réapparaît dans la nuit. Et si on attendait comme ça, c'est qu'on savait qu'il ne fallait pas dire des bêtises. Il y en avait eu déjà 3. En 1943, il y a déjà 2 annonces de découverte de planètes. Une année après, c'est montré, ou un peu plus, que ce n'est pas vrai, etc. Et il y en a, tous les 50 dernières années, il y a eu des annonces qui ont été rétractées après coup. Et puis on savait qu'il y avait une certaine visibilité qui était attachée à ce genre de choses. Donc, en plus, l'objet qu'on trouvait, il avait 4,2 jours de période de rotation, complètement en opposition avec la théorie. La théorie de la formation des planètes géantes, donc, comme Jupiter à peu près, nous disait qu'on ne pouvait les former que sur des orbites de 10 ans et plus. C'était complètement faux. Ce n'est pas en accord avec notre observation. D'où prudence, encore une fois. Et donc, on décide d'attendre 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il nous fait peur, c'est que le phénomène soit lié à la rotation de l'étoile avec des tâches liées au champ magnétique et des choses comme ça. On est sûr de nos observations, on n'est pas sûr de l'interprétation. Il fallait vérifier ces critères-là. Et en juillet, première semaine de juillet 95, on est là au télescope avec Didier, on vérifie nuit par nuit, hop, voilà, tout est bien, ça suit. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on dit, voilà, on est sûr. Donc pour moi, c'est vraiment le moment critique, c'est juillet 95, c'est là qu'on ouvre le champagne, c'est là qu'on fait la fête. Et on ne dit rien. D'une part, on a sous-estimé l'impact à l'échelle mondiale, indiscutablement. On ne se rendait pas compte où on mettait les pieds. Inversement, quand même, on n'est quand même pas si naïf que ça. Si on a choisi de publier dans Nature ces résultats, c'est qu'on savait que ça pouvait intéresser les gens. Voilà, donc, voilà. Alors, après, revient ce phénomène qu'il faut rédiger l'article. Bon, la presse scientifique, ce n'est pas comme des quotidiens. Hein. C'est un long processus. On doit faire des calculs, on doit mettre ça. Ça prend jusqu'à la fin du mois d'août. C'est là qu'on soumet à Nature. Et après, on attend, parce que c'est envoyé à des pairs, à des référies. Et on attend anxieusement, est-ce que, comment dire, on est sûr de ce qu'on a fait. On est sûr de ce qu'on a fait. Mais, par contre, on se dit, est-ce que vraiment on n'a pas raté un phénomène physique qu'on ne connaît pas? C'est complètement prétentieux de croire qu'on connaît absolument tous les phénomènes possibles. En fait, au début octobre, il y a une conférence à Florence. Moi, je suis impatient. J'aimerais en parler à Florence. Donc, j'ai écrit à Nature pour leur demander, est-ce que vous avez déjà des réponses des référies? Je ne veux pas parler si c'est des stupidités. Et je me fais taper sur les doigts par l'éditeur de Nature qui me dit, je vous rappelle les règles éditoriales, vous n'avez pas le droit d'en parler avant que l'article soit publié, comme ça. Par contre, dans le milieu scientifique, vous pouvez en parler. Alors oui, évidemment, il ne peut pas bloquer la science comme ça. Et donc, je décide de présenter ça à Florence.
Le problème, c'est qu'une semaine avant, un autre astronome, qui était le directeur du Space Telescope, qui fait une conférence à Catane, en Sicile, sur la recherche des exoplanètes. Il a entendu des rumeurs qu'on a quelque chose, il me téléphone, je ne vais pas lui mentir, je lui dis oui c'est vrai, mais je n'aimerais pas que tu en parles, j'aimerais mieux en parler moi-même la semaine d'après à Florence. Il me dit tout à fait évident, etc. Et donc lui, il fait sa conférence à Catane, et à la fin de la conférence, il dit ceux qui veulent en savoir plus, ils vont écouter la semaine prochaine à Florence. Il n'y avait rien de tel qu'il fallait. Quand je suis arrivé à Florence, il y avait la télévision dans la salle, la télévision italienne, il y avait déjà énormément de journalistes. Tous les soirs à l'hôtel, je revenais, il y avait une pile de fax qui venaient des États-Unis pour demander des interviews et tout. Moi, j'étais bien content de ne pas avoir l'autorisation de répondre, parce que ça rajoute de la pression à tout ça, comme ça. Mais évidemment, ces grands journaux, ils n'ont pas l'habitude qu'on ne leur réponde pas, donc ils venaient encore plus excités, etc. Voilà, donc c'était une période assez chaude. Après, il y a le problème plus sérieux de la réaction de mes collègues. Parce que c'était ça, un test comme ça. Et c'était assez intéressant de voir. Certains avaient le nez sur d'autres phénomènes, les pulsations d'étoiles et tout. Ils disent non, mais moi, il y a 20 ans que j'étudie les pulsations d'étoiles, etc. Ce n'est qu'une nouvelle sorte de pulsation, etc. Puis après, il y avait des théoriciens qui disaient, écoutez, soit vous y croyez à vos observations, si c'est vrai, allez-y, publiez. Puis après, ce sera d'autres personnes à qui il reviendra de trouver la bonne explication. Ce qui s'est passé, hein, la semaine qui suivait, je crois, la publication de Nature, il y avait un article publié par 3 Américains qui donnait l'explication comment c'était possible d'avoir une période si courte. Bon, le papier a été publié encore 3 mois après, mais il l'avait soumis très, très vite. Donc, c'est un milieu qui peut être très réactif, disons comme ça. Donc, après, il y a eu des explications. Là, pourquoi? Comment c'est possible d'avoir des Jupiters qui tournent très près des étoiles? Actuellement, il y a des travaux incroyables qui sont faits, parce que la difficulté, vous avez l'étoile et vous avez la planète. La planète ne fait que réfléchir une partie de la lumière de l'étoile. Prenez le cas du système solaire, Soleil, Jupiter, la grosse planète. Jupiter ne réfléchit que 1 milliardième de la lumière du Soleil. C'est évident que, vu à une certaine distance, vous êtes complètement ébloui par la lumière de l'étoile. Vous ne pouvez pas voir ce petit grain de lumière qui se trouve à côté. Donc, comment faire pour voir les planètes extrasolaires? Et actuellement, il y a des progrès incroyables qui sont conçus dans différents observatoires pour réaliser des imageurs. Ce n'est pas le but ici de décrire comment ça fonctionne, mais en gros, l'idée, c'est de trouver une ruse optique pour éteindre la lumière de l'étoile pour voir ce qu'il y a à côté. D'une manière très imagée, quand vous êtes en haute montagne et vous voulez voir une corbeille qui est en train de monter sur une arête de rocher, mais le soleil est un peu trop près. Vous mettez le pouce pour cacher la lumière du soleil pour ne pas être ébloui. Alors ça, ce n'est pas comme ça qu'on fait, mais il y a des ruses optiques qui font qu'on peut voir les planètes. Actuellement, il y aura beaucoup de résultats nouveaux. Bon, il y a le satellite, certains satellites Corot, lancés par la France il y a quelques années, satellite Kepler, lancé par les États-Unis un peu après, qui ont cherché des transits. Quand je dis ils en ont cherché, ils en ont trouvé des milliers d'étoiles, de planètes qui passent devant des étoiles, un tout petit coin du ciel. Donc, évidemment, ça nous donne une liste d'objets auxquels on s'intéresse, puisqu'il faut voir que nos mesures sont basées sur l'effet Doppler. On arrive à déterminer la masse de la planète. Les transits nous donnent le diamètre de la planète. Quand on compare les deux, on calcule la densité moyenne, on obtient une première information sur la nature de la constitution de ces objets. Est-ce que c'est une planète gazeuse? Est-ce que c'est une planète rocheuse? Est-ce que c'est une planète de glace, etc. Donc voilà, actuellement, c'est tout un phénomène, un nouveau domaine qu'on pourrait parler de planétologie comparée. Actuellement, de quoi sont faites les planètes? Comment est-ce qu'elles sont formées, etc. Puis alors, à part ça, il y a, comme vous le mentionniez, il y avait la spectroscopie. En gros, l'idée est simple. Quand la planète est derrière l'étoile, vous recevez que la lumière de l'étoile. Quand la planète est devant, vous avez la lumière de l'étoile, moins un petit morceau
de la planète, mais en plus, le spectre de l'étoile est filtré par l'atmosphère de la planète. Ce tout petit endroit-là vous donne des renseignements sur la composition chimique de la planète, l'atmosphère de la planète. Incroyable. On ne les voit pas et on commence à donner des renseignements sur leur composition. Donc voilà. Donc actuellement, il y a énormément de travaux qui se font là, dans ce domaine-là. Voilà. Les voir, analyser leur atmosphère, et nous, on continue ce qu'on sait faire, c'est-à-dire essayer de construire une liste de bons candidats pour le futur. C'est-à-dire des candidats où la planète serait relativement d'une masse comparable à celle de la Terre et à une distance telle que la température soit raisonnable pour la chimie complexe qui pourrait donner naissance à la vie. Je modérerais par rapport au but ultime. C'est certainement un énorme enjeu, mais actuellement déjà, beaucoup d'astrophysiciens sont déjà très contents d'apprendre quelque chose sur la manière dont les planètes se forment. Donc c'est moins ambitieux, mais c'est déjà intéressant de comprendre comment la Terre s'est formée, comment Jupiter s'est formé, etc. Mais je suis bien conscient que pour l'immense majorité des gens, c'est le problème de la vie dans l'univers et notre place par ce moyen-là, notre place au sens général. Comment est-ce qu'on a été formé dans l'univers, comment la vie est apparue, etc., qui est un enjeu majeur du futur, ça c'est clair. Il y a eu beaucoup trop d'enthousiasme, je crois, il y a 10-15 ans, où les chercheurs espéraient pouvoir développer des missions spatiales qui s'appelaient soit Darwin pour ce qui est de l'ESA, soit TPF pour la NASA, qui avaient pour but de détecter la vie sur d'autres planètes. Pour des raisons budgétaires, de complexité technique, ces missions ont été mises au frigo. Je suis certain qu'elles vont réapparaître. Peut-être pas sous la même forme, ça c'est un autre problème, mais la question de la recherche de la vie, à coup sûr, va rester. Alors maintenant, c'est clair que je pense que c'est plus compliqué, plus difficile. Je vous ai dit, 1 milliard, rapport de luminosité, il faut bien éteindre la lumière de l'étoile pour ne pas être contaminé, faire un spectre de la lumière de la planète, l'analyser pour trouver ce qu'on appelle des signatures chimiques de la présence de vie. Parce qu'il n'est pas question d'y aller. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des signatures chimiques? Sur Terre, la vie, son développement de la vie, a, envoyé un certain nombre d'éléments chimiques, de molécules, dans l'atmosphère, qui, vu de l'extérieur, vu de très loin, pourraient renseigner l'observateur, là, il y a de la vie sur cette planète. Le cas le plus typique qui est mentionné, c'est la présence de l'oxygène, très massif, 20% de l'atmosphère de la Terre, alors que l'oxygène est un corps chimique qui n'a qu'une envie, c'est de se lier avec les roches. Donc, si vous en faites qu'un tout petit peu à la fois, à mesure que vous le fabriquez, il se lie avec les roches et vous n'arrivez pas à en accumuler 20%. Quel est le seul mécanisme capable de produire massivement de l'oxygène? C'est la vie. Alors actuellement, il y a des chercheurs qui trouvent à chercher à tourner, trouver d'autres mécanismes, mais je pense que c'est actuellement le seul chemin pour produire autant de quantité d'oxygène. Alors à part ça, il faudrait trouver peut-être d'autres choses, comme le méthane, des oxydes d'azote ou des choses comme ça. Mais comment dire, donc tout le problème de la recherche de la vie est une détection à distance par des méthodes de ce genre-là, des méthodes comme ça. Et ça, c'est un domaine qui va rester présent une génération, 2 générations. Alors maintenant, est-ce que je serai encore là? Ça dépend. Chaque année, on gagne quelques mois sur l'espérance de vie. Eh bien, ça répond simplement à une curiosité de l'homme. Est-ce que, une curiosité qui existe depuis 2000 ans, et plus probablement, à savoir, vous regardez la Voie lactée, vous voyez ces milliards, enfin à l'œil on n'en voit pas autant, mais disons, vous voyez beaucoup d'étoiles, on sait que c'est toutes des étoiles, comme notre Soleil, plus ou moins grande, d'accord, comme ça. La question, est-ce qu'il y a d'autres planètes? On sait qu'il y en a 8 qui tournent autour du Soleil. Est-ce qu'il y en a d'autres autour de tous ces petits points que vous voyez? C'est une question qui existe depuis
qui était connu en philosophie, enfin, de pluralité des mondes. C'était une chose qui était considérée comme importante. L'évêque de Paris demande en 1200 que soit enseignée en Sorbonne l'hypothèse de la pluralité des mondes. Donc ça fait partie d'une sorte de question qu'on traîne avec nous au cours du temps. Et puis évidemment la question associée qui est encore évidemment plus fondamentale, plus vertigineuse, c'est est-ce que certains de ces mondes sont habités? Le problème finalement c'est toute la place de l'homme dans l'univers. Est-ce qu'on est le fruit d'un hasard incroyable, voire peut-être d'une volonté, ça c'est encore autre chose, ou est-ce que c'est simplement, on est des sortes de sous-produits obligatoires de l'évolution de l'univers? On sent quand les conditions sont réunies, peut-être très compliquées, il y en a peut-être beaucoup, température, masse de la planète, etc. Est-ce que la vie va émerger par des phénomènes qu'on ne connaît pas actuellement dans le détail? Est-ce qu'elle va émerger et se réaliser? Peut-être très très différent de la nôtre. Quand on parle de vie, je ne parle pas de vie comme nous. Ça peut être des unicellulaires, sont déjà des organismes vivants, déjà d'une complexité énorme. Donc ces questions-là, finalement, qu'est-ce qui a fait que nous sommes là? Voilà. Je crois des belles questions.